Parce que l'autre information de la journée, c'est cette suspension de la réforme des retraites qui a été votée par les députés. Élodie Huchard se trouve sur place avec Jean-Laurent Constantini. Bonsoir à tous les deux. Une suspension votée à une très large majorité, c'est bien cela ? Oui, exactement, Laurence. 255 voix pour la suspension de la réforme des retraites. Alors, si on se replonge sur les débats qui avaient lieu au moment de la mise en place de cette réforme, ceux qui, à l'époque, ne voulaient pas qu'elle soit suspendue, et ceux qui voulaient de cette réforme, finalement, l'ont suspendue. Vous ne comprenez pas la logique, Laurence, c'est normal. Il semble qu'il n'y en ait pas, finalement, vraiment. C'est une sorte de coalition des contraires qui s'est passée dans l'hémicycle. Gabriel Attal a dû reconnaître lui-même que c'était pas de gaieté de cœur qu'il allait s'abstenir sur la suspension de la réforme des retraites, mais on voit bien qu'il faut sauver le soldat Le Cornu et qu'il faut sauver cette sorte de négociation entre le Premier ministre et le Parti socialiste. Alors effectivement, pour le Parti socialiste, c'est une première victoire. Ils obtiennent largement cette suspension grâce aux voix également des écologistes et du Rassemblement national, mais le parcours législatif est loin d'être terminé et c'est là où ça va devenir un peu plus complexe. Le Sénat l'a déjà dit, on a vu il y a quelques minutes Bruno Retailleau notamment sur les réseaux sociaux rappeler que les sénateurs allaient de toute façon revenir sur cette suspension. Donc le texte sera vidé de cet article 45 bis et puis il arrivera ensuite en commission mixte paritaire. 14 parlementaires qui vont décider de l'avenir de ce texte. Ça sera très compliqué parce qu'en théorie, il y aurait suffisamment de voix pour qu'on revienne sur cette suspension, mais les troupes de Gabriel Attal ne peuvent pas trahir le Premier ministre. On le voit bien dans les prises de parole des uns et des autres, hormis le Parti socialiste et le Rassemblement national qui se réjouit du côté notamment des troupes macronistes. Évidemment, l'heure n'est pas à la fête, vous l'imaginez, Laurence. Oui, merci beaucoup Élodie Huchard et Jean-Laurent Constantini. L'heure n'est pas à la fête, Gauthier Lebret. Maintenant, ils n'ont plus de bilan. C'est-à-dire que c'était la seule réforme adoptée, certes, par un 49-3 après une grave crise sociale. Une série de 49-3. Et le 49-3 final qui a valu effectivement le surnom à Elisabeth Borne de Madame 49-3. Et maintenant, elle est suspendue, cette réforme. Évidemment, sur le fond, c'est une hérésie. Vous avez toujours plus de retraités, toujours moins d'actifs, toujours moins d'enfants. Donc, j'aimerais bien savoir comment on arrivera un jour à équilibrer ce système avec évidemment une dette et un déficit qu'on continue de creuser jour après jour. Et puis, pour la petite tambouille politicienne, à peu près tout le monde s'est renié dans cette histoire, sauf les socialistes effectivement et le Rassemblement national de Marine Le Pen. Et les filles a voté quoi ? LFI, ils ont voté contre, sauf Aymeric Caron qui s'est abstenu parce qu'ils trouvaient que c'était simplement une suspension et qu'ils sont eux pour l'abrogation, l'abrogation de la réforme des retraites. Mais effectivement, Renaissance n'est pas allé jusqu'à voter pour, ils se sont abstenus pour ne pas mettre en difficulté Sébastien Lecornu. En fait, c'est mission empêcher la dissolution, empêcher la censure de Sébastien Lecornu, parce que si c'était pas voté, les socialistes auraient très certainement censuré. Et les LR ont évidemment voté contre, mais on pourrait leur dire, vous ne votez pas la censure, parce que vous aussi, vous avez peur d'une dissolution, alors que dans toute l'histoire de la droite, à chaque campagne présidentielle, on avait une réforme des retraites un peu plus dure qui allait jusqu'à 67 ans. Voilà. Bon, Geoffroy Lejeune, moi je pense aux téléspectateurs, aux auditeurs qui sont là derrière leur poste ou leur écran. Qu'est-ce qu'ils comprennent à ce qui se passe là ? C'est ce cirque politique auquel nous assistons, qui conduit à une suspension, non pas une abrogation de la réforme des retraites. Ça va changer quoi concrètement pour eux ? Ça va changer pour tous les Français l'âge de départ à la retraite, ça c'est une certitude. Moi j'ai un peu de compassion pour les gens qui ont un tout petit peu de mémoire. Il y a quelques années, vous savez, au moment où Édouard Philippe nous avait expliqué que la seule réforme possible, la seule réforme intelligente, parce que le fiasco macroniste sur la question des retraites, il commence avant. Il nous expliquait que c'était non pas une réforme paramétrique, mais systémique. C'était l'âge pivot, etc. Ça avait duré des mois et des mois. Finalement, ça a été, disons, ajourné par le confinement et par la période qui a suivi. Et après, il y a eu tout à coup, c'était plus du tout un dogme et on pouvait faire la réforme paramétrique. Bref, donc je pense qu'en fait la Macronie ne pense rien sur le sujet à part qu'il faut trouver de l'argent. Ça, par contre, c'est important. Et pour le coup, c'est vrai. Et ça, vous le trouvez dans la poche des Français. Et alors, vous le trouvez dans la poche des Français, c'est plus pratique. Mais la vérité, c'est que le seul argument un peu d'autorité qu'on a eu au moment du débat, si on peut appeler ça un débat sur la réforme des retraites, c'était ça fait économiser entre 13, 14, 15 milliards, je sais plus. Aujourd'hui, on a le même sujet qui s'invite dans la question du budget, c'est il faut trouver 40 milliards. Sinon, en effet, la Commission européenne va nous tomber dessus, on sera plus dans les clous, etc. Moi, je suis d'accord pour dire que le pays vit au-dessus de ses moyens, mais il y a plein d'autres manières de gagner de l'argent. Il y a plein d'autres manières de repenser tout ça. On n'est pas obligé de se laisser, emprisonner par cette manière de penser, par ces dogmes comptables et par la question de ce que disait Michel Onfray tout à l'heure. C'est du miel à ses oreilles, là, ce que vous dites. Hein. Non, mais ceux qui travaillent déjà vont travailler plus et vont payer encore plus de cotisations. Non, désolé, il y a beaucoup d'autres paramètres que vous n'abordez jamais. Allons-y. Michel ?
Front commun. Front commun, Front populaire, Front commun. Mais oui, mais l'esprit de Front populaire, c'était ça. C'était de ne pas se soucier des histoires de droite et de gauche, c'est pas très important ça, mais de se soucier de la France, des Français, des gens les plus simples et les plus modestes. Voilà. Et le projet libéral ne m'intéresse pas. On peut pas continuer à dire à des gens, fabriquez votre retraite, enfin on va revenir sur ce sujet, mais 1000 euros dans un berceau, et ça vous fait 50 ans plus tard une retraite, sinon les parents vont ajouter, les grands-parents. Qu'est-ce que c'est que ça? On peut pas faire ça. On a un grand peuple, un grand pays. La sécurité sociale a été inventée. On parlait tout à l'heure dans le couloir de la puissance du socialisme français qui a donné plein d'idées au général de Gaulle et au programme du Centre national de la résistance. Il y avait un souci de la France, des Français et puis du partage du travail. C'est pas normal que ce soit toujours les mêmes qui travaillent beaucoup, qui soient ponctionnés, y compris les petits qui travaillent. C'est-à-dire qu'on veut toujours taper fort sur les fameux ultra-riches, mais je veux dire, les gens qui travaillent beaucoup, qui n'ont pas beaucoup d'argent, eux, ils paient des impôts en payant des taxes sur les produits qu'ils achètent eux aussi. La TVA. Et la TVA, bien sûr. Je prends souvent l'exemple du petit déjeuner. Vous payez une taxe sur le pain, sur le beurre, sur la confiture, sur le chocolat, sur le café, sur le thé, etc. Sur l'électricité de votre grille-pain, etc. Donc c'est là aussi que paient des impôts, ces Français-là. Et c'est à cela qu'il faut penser. Donc oui, un Front populaire qui a vraiment le souci du peuple, qui n'a pas grand-chose à voir avec le fameux nouveau Front populaire de Mélenchon, il permettrait de faire des véritables alliances. Le problème, c'est pas l'alliance entre les droites, c'est pas ça. Il faut faire une alliance entre les Français. Et ça va très au-delà de ça, dont la gauche, bien sûr, dont la droite, ou du moins ceux qui ont le souci du peuple et des gens les plus simples et les plus modestes. Donc c'est pas en donnant les recettes qu'a donné tout à l'heure Gabriel Attal qui sont assez pitoyables. Ce jeune homme qui ne se remet pas d'avoir été congédié, qui est dans une hargne permanente maintenant quand il s'exprime, il est dans le piétinement du futur cadavre d'Emmanuel Macron en disant votez pour moi et vous allez voir, on a des idées. Non, les bonnes idées, elles sont dans le fait d'aller chercher là où se trouve l'argent, qui n'est pas chez les ultra-riches, qui n'est pas non plus chez ceux qui payent tout le temps en permanence. Mais il y a trop de gens qui ne travaillent pas et qui pourraient contribuer grandement d'ailleurs à contribuer aux finances nationales. Quelques réactions politiques en provenance de l'Assemblée nationale. On va écouter Laure Lavalette du Rassemblement national. C'est évidemment qu'une suspension. Je pense qu'il faudra attendre 2027 et la victoire de Marine Le Pen pour évidemment revenir sur cette réforme des retraites qu'on trouve injuste, inique, qui en plus financièrement ne solde rien. Donc oui, vous avez raison, c'est une suspension, mais voilà, encore une fois, nous quand ça va dans le bon sens, même un petit bon sens, nous le votons. Il faut bien se souvenir que la cause de tout ça, c'est la trouille de mes collègues de retourner devant les urnes et devant les Français, tellement ils ont peur de perdre leur siège. Donc c'est vrai que voilà, c'était pas un grand exemple de courage politique aujourd'hui. Laure Lavalette, André Valigny, est-ce que c'est un exemple de manque de courage politique ce qui s'est passé aujourd'hui à l'Assemblée nationale, pour vous? Non, mais le PS et le Rassemblement national ont été fidèles à ce qu'ils ont toujours dit. Ils étaient contre cette réforme, donc ils ont voté en fonction de ce qu'ils pensent et de ce qu'ils ont dit. Moi, je pense que c'est reculer pour mieux sauter. D'abord, on ne sait pas ce qui va advenir de ce qui a été voté cet après-midi, parce que le Sénat va sans doute suspendre la suspension, si j'ose dire. Après, ça va finir en commission mixte paritaire avec des députés et des sénateurs. Et puis à la fin, c'est l'Assemblée qui a le dernier mot. Oui, mais à la fin, c'est pas sûr qu'on échappe à des ordonnances, parce que si le budget n'est pas voté dans les temps, c'est ce qui peut arriver. Donc, attendons le mois de janvier pour savoir si la suspension est effective. Et de toute façon, je pense qu'on n'échappera pas, et tant mieux d'ailleurs, à un débat sur les retraites lors de la présidentielle. Parce que cette réforme, elle était mal emmanchée, passez-moi l'expression. Le 49.3 a laissé des traces dans le pays. On en parle encore, les gens de gauche notamment, et pas seulement les gens de gauche. C'est une réforme qui est très mal passée, parce que c'est vrai que dès qu'on touche aux retraites, les Français sont très inquiets. Donc, il faut attendre 2027 pour savoir ce que les uns et les autres ont à proposer. Ce que propose Attal n'est peut-être pas très convaincant. C'est-à-dire 1000 euros par enfant sur un compte. Ça existe en Allemagne. Ça a le mérite d'exister, en tout cas, comme proposition. Et plus d'enfants, ça coûtera pas très cher. Il faut nourrir le débat. Donc je pense que Attal a fait un effort d'imagination là depuis 2 ou 3 jours. Il propose quelque chose. Oui, il propose quelque chose. Guillaume Perrault, un tout petit mot sur cette situation politique. Je suis surtout accablé par le ressassement, je le répète, qu'il y a autour de ce sujet. Il y a 5 ans, on en parlait déjà. Il y a 3 ans, on nous dit c'est formidable. Dans 18 mois, on va enfin pouvoir en parler sérieusement.
On va beaucoup en parler, je n'en doute pas. Est-ce que ça sera sérieusement? Ça, j'en doute beaucoup. Parce qu'il y a un goût français pour l'abstraction, pour les questions de principe. Il y a un dédain pour les faits, pour les chiffres. Il y a beaucoup d'évaluations en ce moment fiscales qui circulent, qui sont complètement fantaisistes et qui tout de suite reçoivent un accueil favorable d'une partie de l'opinion. Parce qu'évidemment, chacun, y compris moi d'ailleurs, on a envie de croire ce qui va dans le sens de nos convictions personnelles. Donc, c'est surtout ça qui me frappe. Et je vois une contradiction entre le fait d'avoir créé un marché unique européen, d'avoir promu la liberté de circulation, la liberté d'installation des salariés et des travailleurs indépendants depuis l'acte unique européen en 85, que le PS a voté, parce que c'est Mitterrand qui le fait adopter juste avant les législatives de 86, d'avoir créé une citoyenneté européenne. Et maintenant, attention, vous dites un gros mot pour Michel Onfray. Michel Onfray qui est là, attention. Ça n'a pas beaucoup de contenu concret, mais ça existe depuis 1992. Et les mêmes qui ont promu cette unification voudraient maintenant quasiment ériger des murs à nos frontières pour empêcher les contribuables d'en sortir, ceux qui veulent échapper au fisc français. Mais pas dans l'autre sens. Hein. Les gens peuvent rentrer. En tout cas, ça les préoccupe beaucoup moins, visiblement. Et nous nous considérons comme une île. Finalement, nous nous considérons comme des gens parfaits. Des gens qui n'avons à tirer aucune leçon de ce qui se passe chez nos voisins. Nous sommes tellement imparfaits. Qu'on me comprenne bien, je ne tense personne. Je comprends très bien que... Nous ne tensons pas. Nous ne tensons pas, nous ne prêchons pas. Mais je ne regarde pas de haut les préoccupations qui s'expriment autour des retraites. Il faut aussi voir nos défauts nationaux. Dans un monde qui bouge à toute vitesse, nous nous estimons parfaits, même si personne n'a envie de nous imiter. Monsieur Vallini. Guillaume Perrault est revenu un peu en arrière, mais pas assez. Il a rembobiné. Michel Rocard, à l'époque, en 88-90, quand il était à Matignon, Rocard avait dit « La réforme des retraites a de quoi faire sauter 20 gouvernements ». C'était il y a 30 ans. Hein. Oui, il y a un livre blanc qu'il a commenté. Gauthier. Simplement, le volet recettes, c'est-à-dire tout ce qui concerne la fiscalité et les impôts, a été voté à l'Assemblée nationale, 149.3, comme s'y était engagé Sébastien Lecornu. On est donc désormais sur le volet dépenses. Il y a un chemin où ceux qui ont voté le volet recettes se retrouvent pour voter le volet dépenses, avec des alliances de circonstances, parfois à l'Assemblée nationale, pour taxer les multinationales. Et les filles à Rennes. Voilà, je prends que cet exemple. Les GAFAM et effectivement mettre plusieurs dizaines de milliards d'impôts supplémentaires sur les plus grosses entreprises à travers le monde. Donc il y a quand même, parce que vous parliez des ordonnances, c'est pour ça que j'ai réagi, André Vallini, effectivement, s'il n'y avait pas d'accord, on pourrait passer par les ordonnances et donc on viendrait à la copie de départ avec toute la folie fiscale qui concernait aussi les plus modestes, qui concernait l'alternant, qui concernait le ticket restaurant, le chèque vacances, le chèque cadeau. Donc on était très loin des ultra riches. Tout ça a été heureusement balayé lors des débats à l'Assemblée nationale. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a à mon avis un chemin pour Sébastien Lecornu, vu l'état des troupes qui le soutiennent sans le dire ou en le disant à l'Assemblée nationale, je parle bien sûr des socialistes, pour faire adopter l'entièreté de son budget avant Noël, sans passer par 49.3. Il a fait, me semble-t-il, le plus dur avec le volet recettes et le volet sur la réforme des retraites. Le gouvernement peut tenir jusqu'en 2027. Potentiellement. Alors vous savez que maintenant vraiment il faut être très prudent parce que on n'avait pas vu venir. Vous l'êtes souvent, Gauthier. Bien sûr, je l'apprends à vos côtés. Tous les jours. Pendant une demi-heure par jour et c'est un bonheur. Donc on n'avait pas vu venir évidemment le psychodrame avec la nomination de Bruno Le Maire qui a entraîné le départ de Bruno Retailleau. Mais effectivement, il y a sur le papier, avec toutes les précautions qu'il faut prendre, un chemin pour Sébastien Lecornu, malgré ce qu'on a pu dire il y a au moment de sa démission avant qu'il ne soit renommé, pour tenir jusqu'à la fin du quinquennat Macron.